Le Racing qui était reparti très très bas il y a quelques années. Bon, tout le monde connaît l'histoire, les auditeurs de l'After connaissent l'histoire de ces matchs amateurs finalement du Racing pour repartir. On parlait tout à l'heure de Raon L'Étape en arrivant dans le studio, de passer de Raon L'Étape à la Coupe d'Europe en quelques années. Donc l'histoire, la renaissance du club a été rapide. Belle. Et là maintenant c'est une nouvelle étape avec donc un nouveau propriétaire, un fonds d'investissement qui s'appelle Blueco, à qui donc Marc, vous avez vendu avec vos coactionnaires le club. Pourquoi et comment ça s'est passé? Voilà, c'est une grande question avec oui. toute une histoire de 10 ans, un conte de fées, je trouve, puisqu'on est reparti de CFA 2, CFA jusqu'en Ligue 1. Ça a été de belles années dans le monde amateur. Une année en CFA 2, une année en CFA, 3 années en National, une année en Ligue 2 et maintenant 6 ans en Ligue 1. Donc ça a été une ascension magnifique avec un public qui a suivi, même en National et en CFA à l'époque, des super souvenirs que vous connaissez aussi puisque vous adorez le club. Et c'est vrai que depuis quelques années, je disais qu'on avait atteint un petit peu après l'ascension, c'était un petit peu la pérennisation un petit peu en Ligue 1. J'avais le sentiment qu'on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire parce que nos recettes plafonnaient maintenant depuis 2 ou 3 ans. Alors les recettes d'un club de foot en Ligue 1, c'est bien sûr la billetterie. Nous, on est plein à tous les matchs. On est à guichet fermé. Cette année, c'était guichet fermé à tous les matchs. Ouais, à tous les matchs. Tout ce qui est salon, loge, tout est plein. Les sponsors, tout est plein. Et je trouve qu'on arrivait maintenant à un plafond de verre. Et je pense qu'après les années d'ascension, les années aussi de pérennisation, je pense que ce soit moi ou les actionnaires qui étaient avec moi, mes amis, depuis 2-3 ans, on s'est dit, tiens, comment le Racing peut encore franchir une étape? Et pour franchir une étape, l'arrivée du nouveau stade va nous aider. Donc les travaux ont commencé. Donc c'est des travaux pour 160 millions d'euros dont on reparlera peut-être. Mais après, c'était soit nous, on prend des risques, soit on fait venir des gens qui vont un peu doper tout ça. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et on s'est organisé en conséquence depuis 1 an et demi. On s'est rapproché de la banque d'affaires Centerview. On travaille aussi avec Sport Value, Nicolas Blanc. Et depuis 1 an et demi, on s'est mis vraiment dans un process un peu plus sérieux pour préparer les choses, en sachant qu'on n'avait aucun stress puisque le club est sain financièrement. On dégage des résultats positifs chaque année. On ne prend pas de dividendes, on les met en fonds propres. Donc on n'avait aucun stress, je dirais, d'urgence. La seule chose qu'on avait en tête, c'était comment faire progresser le Racing. Voilà, et le faire le plus juste possible pour l'avenir du club. Est-ce que vous avez discuté avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs fonds d'investissement pour reprendre le club ou il y a eu uniquement les discussions avec Blueco? Alors, il y a 2 ans, 3 ans, on avait discuté d'une manière assez proche avec une famille allemande, mais c'était plutôt un appel entrant, le fruit d'une relation, vraiment le hasard. Et après, il y a eu le Covid. Donc pendant le Covid, bien entendu, c'était impossible d'aller plus loin parce que quand il y a des tempêtes, je pense que le président et les dirigeants, on doit être absolument présents parce que c'est une période très difficile à traverser. Et dès que le Covid était passé, on s'est organisé comme je viens de le dire. Et effectivement, on a eu une dizaine de gens intéressés, puis ça s'est réduit à 3, à 2. Et après, on s'est orienté depuis début janvier, février, vers Blueco, dont on parlera. Et on s'est concentré là-dessus. On a finalisé il y a une dizaine de jours. Donc ça veut dire que le Racing était un club qui séduisait, quoi. Il y avait plusieurs acheteurs potentiels. C'est important parce que d'autres clubs français ont été dans le même cas récemment. Le foot français attire. Alors, je pense que l'arrivée de CVC et un peu le projet que porte Vincent Labrune maintenant depuis 2 ans dit que le football français doit progresser. Actuellement, on est plutôt le 5e en Europe. Bien sûr, la Première Ligue est largement premier. Et je pense qu'avec CVC, mais l'arrivée aussi d'autres investisseurs en Ligue 1, les gens se disent c'est un championnat qui peut se développer. Et c'est un peu le pari de Blueco, qui est une société avec des investisseurs importants. Ils sont venus dans le monde du sport parce qu'ils croient au développement du sport. Ils ont d'abord investi dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le meilleur championnat en Europe, c'est la Première Ligue avec Chelsea, qui est une marque mondiale, ouais, on peut dire ça comme ça. Et ils voulaient aussi un deuxième club dans un championnat plus bas, mais prometteur et capable de se développer. Donc ils voulaient venir en France. Et en France, effectivement, ils ont discuté avec quelques clubs, mais très rapidement, ils sont venus vers Strasbourg. Ils étaient attirés, je crois, par la qualité de la ville, la qualité aussi de notre communauté des supporters, puisque le stade est plein, c'est une ambiance formidable. Et je crois aussi par la gestion du club,
où on est un club, disons, sans aucun problème, on fait des bénéfices, et l'argent qui va être amené sera utilisé pour les investissements, et pas du tout pour des dettes ou pour combler des trous. Donc finalement, ça a simplifié les choses, la relation a été bonne dès le départ, et l'audit simplifié, puisqu'on est un club où il n'y a aucune histoire, et donc finalement, tout le travail des banques, des auditeurs et des juristes a été simplifié par, je pense quand même, la qualité du club. Kevin. C'est sûr que, on le disait la semaine dernière, bon, le Racing Club de Strasbourg, c'est pas parce que Gilbert est là, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est un exemple aujourd'hui dans le football français. On voit par exemple des clubs comme Nancy, malheureusement, qui redescendent. Si on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire sur les 10 prochaines années, ils vont dire on veut faire comme Strasbourg. Donc c'est clairement un exemple. Voilà, en plus, s'appuyer sur des entrepreneurs locaux comme vous avez fait, avec une fanbase, comme disent les Américains, mais des supporters qui sont très présents, etc. Tout ça, c'est bien, mais il y a une chose quand même, c'est que vous avez parlé de ces investisseurs qui viennent en Ligue 1. Mais qui sont ces investisseurs et pourquoi ils viennent en Ligue 1? Ça, c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, en gros, on n'est pas sur ce qui se passe en Première Ligue. On est un peu la succursale de la Première Ligue. Que ce soit avec Lorient, succursale de Bournemouth, avec tout le respect que j'ai pour Bournemouth. Très beau club, mais bon, petit club quand même. Donc Lorient, succursale de Bournemouth. Aujourd'hui, Strasbourg, qu'on veuille ou non, sorte de succursale de Chelsea. Et c'est pareil pour Troyes avec Manchester City. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, moi, ce que j'aimais avec Strasbourg, c'est qu'il y avait. En fait, c'était ce que je dis, c'est l'exemple. C'est-à-dire que c'était des investisseurs locaux. Alors, certes, à un moment, il y a peut-être un plafond de verre. Et on se dit, ça va être difficile d'aller au-dessus. Mais est-ce que Strasbourg doit vraiment aller au-dessus? Est-ce que Strasbourg, comme vous avez fait l'année dernière, est-ce que c'est pas ça en fait? C'est vrai que même moi, j'étais surpris de voir Strasbourg racheter. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Parce que tout à l'heure, vous parlez du bilan. Mais vous avez gagné une Coupe de la Ligue en 2019. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, il faut le rajouter. L'année dernière, vous faites 6-7e. Bon, cette année, un peu plus compliqué. Mais on n'avait pas l'impression que. Toi, tu voulais qu'on joue le maintien tous les ans, en fait. Non, mais. Non, mais Permets-moi. Non, mais t'es à ta place après un moment quand t'es un club comme Strasbourg, c'est ce que je disais. Est-ce que Alors, Marc, en schématisant, est-ce que le choix c'était OK, galérer pour se maintenir tous les ans et puis espérer pourquoi pas un coup en coupe, ou bien franchir un palier? En fait, je le schématise un peu comme ça, mais. Alors, déjà, quel est le club, quelle est l'analyse que je fais? Où est Strasbourg aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, le Racing est un club, naturellement, je pense, avec le travail qu'on fait entre la 8e et la 12e place. C'est un club qui est sain financièrement, c'est un club qui est. Le stade est plein, l'ambiance est formidable. Moi, je demande chaque fois à l'entraîneur, chaque année, que les gens soient contents, qu'on joue bien et qu'on soit entre la 8e et 12e place. Voilà. À côté de ça, quelle est l'analyse que je fais un petit peu exogène, c'est-à-dire extérieure au club? La Ligue 1 est passée de 20 à 18. Moi, j'estime que c'est un vrai changement pour tous les clubs en dessous de la 8e place. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai risque supplémentaire chaque année. La deuxième chose, c'est qu'il y a un changement très important qui va arriver avec les droits internationaux à partir de 2024. C'est que quand l'augmentation des droits internationaux va arriver, en réalité, les droits internationaux vont être fléchés vers les clubs européens. Ce qui veut donc dire qu'il faut être absolument dans le top 6 pour avoir l'apport de ces fonds. Et le troisième élément très important pour moi, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, c'est l'arrivée quand même massive d'investisseurs en France. Ça veut dire que Strasbourg, dans un schéma normal, dans un club normal, est hyper bien placé en France, mais avec les facteurs dont je viens de vous parler, je pense que si on ne s'organise pas pour l'avenir, il y a un vrai risque que dans les années qui viennent, malgré le travail qui est fait, on puisse à un moment donné, 8, 12, un peu flirter 13, 14, 15, et malheureusement à 18, il y a danger. Alors c'est vrai, Kevin, vous avez raison, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on a fait dès le départ. Quand on a repris le club, moi j'étais rentré chez moi quand j'avais vu le maire et le maire adjoint, et j'avais marqué sur une petite feuille blanche 3 choses que j'ai souvent répétées, mais que j'ai respectées avec mes amis pendant 10 ans. 1, on voulait un club sain financièrement. On pense que c'était la base d'une réussite dans la durée, c'est de ne pas faire des trous chaque année. La deuxième chose, on voulait une gouvernance stable et apaisée parce que Strasbourg était considéré comme un club un peu instable. Et moi, je voulais absolument que le président soit là, mais que la priorité, c'est l'entraîneur et les joueurs. On est là pour ça, on n'est pas là pour faire les malins, on est là pour organiser le club, pour donner les meilleurs moyens à l'entraîneur et aux joueurs. Et le troisième point, qui rejoint ce que vous disiez, on était un club territorial. C'est un mot très à la mode depuis quelques années, mais nous, à Strasbourg, on a vraiment construit le club sur cette territorialité. C'est-à-dire Strasbourg, la métropole et la région Alsace. Ça a été notre force. Moi, je pense malgré tout qu'il
il faut parfois pas avoir un coup d'avance, mais il faut penser à l'avenir. Et je pense qu'avec les facteurs, les éléments dont je vous parlais avant, je pense qu'il fallait réfléchir parce que, au fond de moi-même, je pense que Strasbourg, avec la qualité de la ville, la qualité de la métropole, la qualité de notre public, on peut viser un peu plus haut. Et si on ne cherche pas à aller un peu plus haut, à un moment donné, on prend un risque. Mais est-ce que, M. Keller, Oui. ça vous met pas une pression supplémentaire avec ce rachat en termes de résultats? Parce que Alors- là, vous nous expliquez en fait que avec ce rachat, les performances que vous faisiez précédemment, Oui. c'était de la surperformance Non, par rapport à vos moyens, et que sans ce rachat, en fait, finalement, Strasbourg pouvait aller en Ligue 2 très très rapidement. alors je pense que normalement, dans une année normale, et d'ailleurs Frédéric Antonetti, quand il a repris l'équipe, il a terminé sur un rythme à peu près entre 58 et 60 points. Ce qui fait grosso modo entre la 8e et la 10e place. Je pense que ça, c'est la place aujourd'hui que Strasbourg a, en faisant un travail sérieux, avec de l'ingéniosité, avec vraiment une unité totale interne et externe qui fait la force de Strasbourg depuis 10 ans. Mais je crois aussi qu'avec l'arrivée des investisseurs à côté, si on n'essaie pas de s'organiser pour aller plus loin, pour aller plus haut, on prend un risque. Et on parlera peut-être aussi des travaux qu'on va entamer, parce qu'il y a 160 millions de travaux qui vont arriver financés par les collectivités pour rénover la Méno. Sur ces 160 millions, nous, on va mettre à peu près 25 millions nous-mêmes pour améliorer la fan zone, les loges, les bureaux. Donc on va investir aussi. Et on a un retard d'investissement aussi dans les infrastructures du centre des pros et de l'académie. Grosso modo, on a une 50aine de millions à investir dans les 2 ou 3 ans. Et moi, je crois, avec mes autres actionnaires, qui étaient mes proches depuis 10 ans, qu'il fallait qu'on s'organise pour être prêt à assumer ça, sans obérer l'ambition sportive. Et on a estimé que par rapport aux éléments dont je vous parlais, et ces éléments-là, qu'il fallait qu'on s'organise pour se préparer aux années qui arrivent, qui vont être aussi difficiles en termes d'investissement. Marc, est-ce qu'on peut connaître le prix de vente? Non, mais par contre, vous verrez très rapidement qu'il y aura de vrais investissements dans l'équipe 1, dans l'académie, aussi autour du club. Alors, on va reparler mercato Oui. tout à l'heure. L'équipe a donné un info, a dit oui, il y a une enveloppe de 25 millions. C'est pas le chiffre qui est juste. Non. Mais quand c'est peut-être la pub là, je sais pas, mais Une dernière après. une dernière. Quand vous parlez, c'est rassurant et je pense que ça doit être rassurant pour les nombreux supporters strasbourgeois qui nous écoutent. Mais vous dites encore nous ou on. Ça veut dire que vous êtes encore là comme investisseur ou vous êtes là Non. comme président? Alors moi, j'ai été président, quelque part propriétaire parce que j'étais l'actionnaire principal, mais j'étais avec une douzaine d'amis chefs d'entreprise locaux et on a été unis du début à la fin. Gilbert les connaît, ambiance formidable, et malgré, parce que tout le monde dit que Strasbourg a progressé, oui, mais on a traversé aussi plusieurs crises depuis 11 ans de résultats, parce qu'un club de foot c'est ça, mais on a à chaque fois su trouver les solutions pour traverser ces périodes difficiles, grâce à l'unité qui était la nôtre, en interne et en externe. Maintenant, c'est vrai, on a tout vendu. On a vendu 100%. Ah, vous avez vendu 100%. C'est très clair. Maintenant, pourquoi on a choisi Blue-Co? Je pense que c'est important de comprendre. On cherchait des gens avec des moyens importants. On cherchait des gens aussi capables d'investir dans le club, sans forcément avoir recours à la dette. Eux, ils le font avec leur capital. Mais surtout des gens qui s'appuient sur la base du travail qui a été fait depuis 11 ans. Que ce soit au niveau des dirigeants, et donc de moi, mais aussi des salariés. Et l'équipe proche qui est autour de moi depuis 7, 8, 10 ans sont des gens qui ont été maintenant renouvelés, qui vont rester. Parce que l'idée de Blue-Co, bien sûr que je partage, sinon on n'aurait pas vendu, c'est d'essayer de partir sur la base qu'on a faite, qui est une base très sérieuse, et avoir un peu plus de moyens pour viser un peu plus haut. Ouais, je crois même savoir que Blue-Co a dit on vient si Marc Keller reste. C'est vrai ça? C'était mieux. C'était mieux, mais disons, je crois qu'on a trouvé des gens qui ont une volonté d'investir, qui ont une volonté de s'appuyer sur ce qui a fait la force du club. Donc moi, je reste président. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des actionnaires au-dessus de moi, évidemment, avec qui je dois m'entendre et travailler, mais ils ont le même objectif que moi, c'est faire progresser le club. Et c'est ça l'équilibre qu'on essaie de trouver maintenant. Justement, quel va être maintenant le circuit un peu de décision? Par exemple, aujourd'hui, on cherche un coach, il va y avoir le mercato. Qui décide? Est-ce que c'est Marc Keller uniquement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient? Comment ça fonctionne maintenant? Alors, déjà, comment ça fonctionnait avant?
cher Gilbert. Avant, bien sûr, moi j'étais le président actionnaire principal, donc à la fin, c'est moi qui tranchais. Sur 90%, disons, des décisions habituelles dans un club, je pouvais les prendre tout seul. Et pour les décisions très importantes, je m'appuyais toujours sur 2-3 actionnaires proches. C'était Marc Guindorf, Pierre Schmitt, Christian Rotaker notamment, et notamment pour les décisions d'entraîneur. Par exemple, quand je rencontrais un entraîneur, j'avais toujours 2 actionnaires et Loïc Désiré avec moi pour avoir un peu de recul, pour ne pas être seul dans la décision, même si c'est moi qui tranchais. Et quand on était à peu près d'accord sur l'analyse, la décision était très facile. Aujourd'hui, je suis président, mais il y a des actionnaires aux États-Unis. Donc là, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui change. Les dossiers sont menés depuis Strasbourg, mais bien évidemment, quand on choisira l'entraîneur, j'aurai une discussion avec les propriétaires aux États-Unis, comme je l'ai fait avec Frédéric Antonetti. Et pour moi, c'est assez fluide pour l'instant. Mais les décisions, je reste président et c'est moi qui porte le projet et le travail. Mais évidemment, j'en discute aussi avec les propriétaires. Vous avez parlé des actionnaires qui sont aux États-Unis. On ne peut pas ne pas vous parler de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois et la catastrophe monumentale qu'a été Chelsea quand même depuis la reprise. Franchement, s'ils pouvaient, je pense qu'on ne peut pas faire pire de ce qu'ils ont fait qu'en termes de contrat. 4e coach en un an. Oui, 4e coach en un an, pire place de Chelsea depuis des très bons joueurs qu'ils ont pris, mais avec un recrutement qui n'a ni queue ni tête, avec un empilement de joueurs. Donc au final, alors ok, peut-être qu'ils ont appris, je l'espère, mais forcément, un club exemple en France, ultra bien géré, qui fait des bénéfices, qui est dans son territoire, qui est vendu. Après, celui qui a joué au casino pendant 12 mois en première ligue, et pour le coup, c'était au vu de tout le monde, parce que vous avez dit c'est le plus grand championnat d'Europe, je pense que c'est le plus grand championnat du monde. Je ne sais même pas si dans l'histoire, il y en a eu un aussi puissant et aussi intéressant à suivre. Mais forcément, moi, je ne suis pas supporter de Strasbourg, mais voilà, on suit le club, on apprécie ce que vous avez fait, ça fait un peu peur quand même. Alors, Kevin, vous êtes maintenant directeur sportif. Voilà. Donc, vous verrez, moi, je suis dirigeant depuis 22 ans. J'ai appris la patience. Moi, je ne peux pas juger ce qui s'est passé à Chelsea, parce que, un, j'y étais pas. Mais 2, il faut laisser du temps aux gens pour gérer. Ce qui est sûr, la différence quand même entre Chelsea et Strasbourg, c'est qu'à Chelsea, il y a eu beaucoup de mouvements, même pas seulement dans le sportif, aussi dans l'administratif. Chez nous, à Strasbourg, les propriétaires américains s'appuient sur moi et sur les gens qui sont autour de moi et on forme une équipe, disons, je pense, assez compétente quand même depuis 10 ans, fidèle et qui connaît le club. Donc ça, c'est l'idée de Blueco, c'est de travailler ensemble. Est-ce qu'ils vous ont dit on ne veut pas faire la même chose qu'à Chelsea ? Alors, on ne parle pas comme ça. En tous les cas, ils veulent s'appuyer sur les bases du club. Les bases du club depuis 10 ans, c'est la gestion qu'on a eue, qui est arrivée un peu au plafond, c'est ce que je disais, et c'est là où on veut, entre guillemets, utiliser un petit peu plus de moyens pour améliorer un petit peu notre ranking. Moi, ma crainte, M. Keller, avant la pub, je voulais vous en parler, c'est la cohabitation entre M. Keller et Blueco. Parce que les exemples en Ligue 1, sur les dernières années, sont pas rassurants. On nous avait dit John Textor et Olas, ça allait marcher, ça a pété au bout de quoi, 6 mois ? Oui, un peu moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. River, Ineos, la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une décision qui ne va pas dans leur sens, est-ce que ça peut faire comme ces clubs que je viens de citer ? Et ça, ce sera quand même problématique pour Strasbourg, parce que vous avez travaillé, même si vous avez fait des erreurs en 10 ans, mais vous avez fait un travail remarquable. Vous connaissez parfaitement ce club. Et si c'est Blueco qui récupère ce club totalement, moi, sincèrement, je me mets à la place des supporters et même en tant qu'observateur, ça m'inquiète un peu. Alors, l'idée, on les a choisis et eux, ils nous ont choisis. C'est quand même nous qui avons pressé sur le bouton, et notamment moi, et les autres actionnaires. Et eux ont choisi Strasbourg pour le potentiel, pour la ville et pour la gestion du club. Donc je pense qu'on a a priori le même objectif, c'est d'arriver à faire progresser notre club, qui est un club extrêmement sérieux, un club avec un public exceptionnel, avec beaucoup d'investissements qui vont arriver. Donc je pense qu'on a la même vision. Maintenant, on vient de commencer, en tous les cas sur les 15 derniers jours, je trouve que ça me paraît assez fluide. Maintenant, vous avez raison, on va apprendre à se connaître. Ça fait 6 mois quand même que moi j'ai des discussions vraiment très très régulières avec les propriétaires. Mais encore une fois,
déjà là depuis 10 jours. Ils ne sont pas à Strasbourg. La délégation, je l'ai pour travailler, avec, bien entendu, sur un certain nombre de décisions, des discussions que je devrais avoir, comme quand on a un propriétaire. Voilà. Et vous, votre état d'esprit? Parce que j'ai beaucoup de messages de supporters strasbourgeois. Vous avez encore la dalle, vous voulez continuer à travailler durablement avec des moyens à Strasbourg, ou comment dire, ce nouvel investissement peut aussi être un message en disant peut-être que Marc Keller, si ça se passe mal dans 6 mois, 1 an, il y a des grosses rumeurs sur la FFF, etc. Est-ce que moi j'aimerais bien que vous nous rassuriez là-dessus. Non mais Walid, ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, même pour vous, on ne peut pas savoir. Oui, bien évidemment. Mais... Ma volonté, c'était un peu mon bébé depuis 11 ans. C'est ça. Pour moi, quand on vend le club, il y a de l'émotion parce que quelque part, on a une histoire formidable. Il y a aussi de la fierté par rapport au chemin parcouru, mais il y a pour moi aussi une grande responsabilité pour moi, même si je ne suis plus le propriétaire, que le club continue à grandir. Donc, ma responsabilité, je la porte. Je veux que cet assemblage entre la tradition locale, mais aussi des moyens plus importants, réussisse. Moi, c'est ce que j'ai envie. J'aime ma ville, j'aime mon club. Je pense que Strasbourg peut aller un peu plus haut. J'ai envie que Strasbourg aille un peu plus haut. Donc, il faut réussir cet équilibre. Et je comprends vos remarques, les vôtres, mais celles de Kevin aussi. Il faut bien réussir cet assemblage. Mais la volonté des propriétaires et de la mienne, et des gens qui sont avec moi, c'est de continuer à faire grandir le club ensemble. En gros, ils ont racheté la voiture, mais ils gardent le pilote. C'est bien résumé. Et ils vont mettre un peu plus d'essence. Ouais, ils vont mettre un peu plus de chevaux. Justement, parce que tu parlais de Textor, il faut préciser quand même que Blueco, c'est une situation tout à fait différente. On parle là de l'émanation d'un fonds d'investissement, un des fonds d'investissement les plus riches au monde. Alors, Blueco, Gilbert, c'est une société qui a plusieurs actionnaires. L'actionnaire le plus important, c'est le fonds d'investissement Clear Lake, qui est un fonds parmi les 10 ou 15 premiers dans le monde, et qui a à peu près 80 milliards d'actifs investis dans le monde entier. Il y a 3 autres actionnaires très présents, c'est Todd Boehly, qui est le président de Chelsea. Il y a Mark Walter, qui est un autre milliardaire américain. Et Todd Boehly et Mark Walter sont d'ailleurs propriétaires des Dodgers, c'est le club de baseball à Los Angeles, et copropriétaires aussi des Lakers. Et le 4e personnage homme de Blueco, c'est un Suisse qui d'ailleurs parle très bien français, un monsieur de 86 ans que j'ai rencontré, qui s'appelle Hans-Jörg Wyss, mais qui vit à Boston, et qui fait partie de Blueco, cette société qui a été créée pour investir dans le monde du sport. Voilà. Donc ça, c'est les gens avec qui je discute en direct. C'était prédestiné du coup, Blueco. Disons, c'est... Petit clin d'œil. Ouais. D'ailleurs, ça vous a pas échappé, on dit club frère. On est les frérots de Chelsea. À Strasbourg. Vous êtes le petit frérot. Le petit frérot. Non, alors, pourquoi alors c'est une traduction anglaise. On dit plutôt, en anglais, on dit sister club. C'est-à-dire qu'on a le même actionnaire, mais c'est 2 clubs qui ont des gestions indépendantes et autonomes, avec le même actionnaire. Donc là, pour être clair, par rapport à ce que tu disais, Walid, là, il n'y aura pas de problème de monétisation à la DNCG, par exemple, a priori. Mais non, et en cas de qualification en Coupe d'Europe, est-ce qu'il peut y avoir le problème ou pas? Alors, comme Toulouse. Alors là, comme Toulouse, là, vous abordez un peu la problématique, Kevin, de la multipropriété, alors qui était quand même, pour moi, un phénomène qui se développe de plus en plus en Europe depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est bien. Alors, je ne sais pas non plus, moi, je n'ai pas d'avis tranché. En tous les cas, la difficulté pour analyser ce modèle-là de multipropriété, c'est qu'il n'y a pas de modèle standard, très clairement. Oui. Ce que Manchester City fait avec 3 et une dizaine de clubs n'est pas la même chose que ce que Red Bull fait avec Leipzig et Salzbourg. C'est très clair. Après, vous avez raison, c'est que pour l'instant, la réglementation de l'UEFA peut poser problème, puisqu'aujourd'hui, il y a des clubs de Champions League qui peuvent être reversés en Europa League. Donc, ça peut poser problème. À partir de 2024, dans le nouveau format, les reversements n'auront plus lieu. Mais vous abordez un sujet central, c'est que l'UEFA, et notamment M. Seferin, son président, avec ses équipes, devront réfléchir pour faire probablement évoluer un petit peu la réglementation, puisque le mouvement, il est quand même assez fort. Avant de parler du futur coach, que s'est-il passé avec Fred Antonetti ? Pourquoi n'est-il plus aujourd'hui l'entraîneur du Racing ?
Alors Fred Antonetti, déjà, c'était un très grand plaisir de travailler avec lui. Je l'avais rencontré justement avec mes 2 amis actionnaires et Loïc Désiré au mois de janvier quand on était en difficulté. Et je l'avais rencontré à Paris et c'était un très bon rendez-vous. J'avais failli travailler avec lui quand j'étais DG à Monaco à l'époque. Ça s'est pas fait, il est parti à Rennes. Et il m'avait fait 2 remarques qui ont été pour moi, ça a été décisif dans le choix. Un, j'ai senti quelqu'un de très revanchard. La descente avec Metz lui a fait très mal. Il n'en voulait pas d'ailleurs aux dirigeants de Metz, mais pour lui, c'était vraiment un déchirement. Donc j'ai senti quelqu'un qui avait la niaque pour montrer qu'il avait encore les qualités. Et la deuxième remarque qui m'avait fait basculer, s'il fallait changer, entre guillemets, il m'a dit, Marc, qu'avec cette équipe, si on descend, il restait 15 matchs, je me sentirais responsable. La seule chose qui peut empêcher le maintien, c'est des blessures de joueurs. Mais si l'équipe ne bouge pas, on va se maintenir. Et je trouve qu'il a amené de l'enthousiasme, de la rigueur et une énergie quand même très très forte pendant 15 matchs. Et d'ailleurs, il a terminé la saison, il était vraiment fatigué parce qu'il a tout donné. Pendant 3 mois, il vivait à l'hôtel et il venait au stade. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il pourra vous le confirmer, je l'appelais parfois le soir ou le week-end et je lui disais, Fred, viens manger à la maison, ça va te changer. Non, Marc, je suis dans mon truc, je regarde un match. Enfin, il était focus sur ce maintien. Et je trouve que le travail qu'il a fait était magnifique. Voilà. Alors après, pourquoi on a changé, entre guillemets je trouve qu'entre l'usure de cette saison et un nouveau projet qui commence, dans la discussion avec lui, on est arrivé à la même conclusion que c'était peut-être bien de s'arrêter sur une grande victoire plutôt que de commencer peut-être moyennement la suite. Et on a une discussion très franche qui change en rien nos rapports. Et je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Et moi, je lui souhaite bonne chance parce que je pense qu'il peut encore travailler. Mais on a décidé de faire ça ensemble et je pense que c'est la bonne décision. Ça veut dire qu'il ne voulait pas s'accrocher, quoi. Non, mais je pense que d'un commun accord, je trouve qu'il a tout donné. Il perdait aussi d'ailleurs Benoît Tavenoud, qui a rejoint maintenant Dijon, qui était son entraîneur adjoint très important. Et on a estimé aussi qu'avec le changement, avec quand même l'énergie qu'il a mis dedans pour ce nouveau projet qui commençait, c'était peut-être mieux d'arrêter là, ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le rachat, il serait peut-être toujours l'entraîneur de Strasbourg ? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, la volonté, la mienne, oui. Mais après, il fallait bien sûr se discuter, se reposer, parce que, encore une fois, il a mis toute son énergie dans ces 3 mois. C'était impressionnant, et d'ailleurs, les résultats, il les a transformés. Monsieur Keller, je voulais revenir sur la saison écoulée. Oui. Très compliqué. On a eu la chance de recevoir Julien Stéphane dans Génération After. Je voulais avoir votre analyse, vous, sur cette saison-là. Moi, je pensais vraiment qu'après la saison dernière, où vous avez fait une très très belle saison, vous alliez capitaliser dessus, que ce soit avec le coach ou avec l'entraîneur. On n'a pas tout compris d'un œil extérieur sur Strasbourg, Stéphane, derrière le Scornet, puis après Antonetti, le recrutement. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques détails sur cette saison ? Walid, moi je vais vous donner mon analyse. On est sorti d'une première saison avec Julien, on a terminé 6e, c'est une très belle saison. Arrive la 2e saison, avec 2 joueurs qui devaient partir, c'est Alexander Djikou et Ludovic Ajorc, à qui on avait donné des bons de sortie, ça ne s'est pas fait. Autrement dit, on peut dire que l'effectif a quasiment pas bougé. On avait aussi pour 40 millions d'offres au mercato de juin et juillet l'année dernière, et on a décidé avec l'entraîneur et Loïc Désiré de ne pas vendre parce qu'on pensait qu'il fallait avoir absolument la meilleure équipe possible dans une année un peu incertaine puisqu'il y avait 4 descentes. Et malheureusement, je pense que l'année a mal commencé. Il y avait peut-être un petit peu un relâchement. Je pense qu'il y a eu quelques blessures malheureuses. Je pense notamment à celle d'Ajorc qui a été blessé au thorax pendant 2 mois. Quelques décisions aussi qui ont été un petit peu malheureuses. Et finalement, l'équipe a perdu confiance. Et après, c'est rajouté aussi cette Coupe du Monde qui a stoppé un peu la saison au mois d'octobre ou novembre. Donc on s'est retrouvé dans une crise qu'on n'attendait pas, très clairement. Moi, je pense que l'effectif était là, mais entre les blessures, entre les méformes et entre la crise de confiance, à un moment donné, moi, mais évidemment aussi avec les gens qui me sont proches, on a dû prendre une décision. Au bout de 17 matchs, on avait 11 points.
Donc, se séparer de l'entraîneur était une Bon, on avait décision. aussi un staff en crise, il ne s'entendait plus avec son adjoint. Ouais. Alors bon, je ne Bon. vais pas rentrer là-dedans. Il y avait aussi quelques soucis. Bon, je trouve ça un peu malheureux, mais voilà. En tous les cas, décision, je l'ai prise, je pense, en janvier. Et il y avait 11 points au bout de 17 matchs. Donc la saison était très compromise. Mathieu Le Scornet a pris la suite pour quelques matchs. Il a eu d'ailleurs de meilleurs résultats, Mathieu. Et au bout de 5 ou 6 matchs avec Mathieu, malgré le renouveau, moi j'avais l'intime conviction, et ça c'était vraiment personnel, que par rapport à notre situation de points, il fallait amener, et pourtant Mathieu a été très bien, mais vu la situation qui était vraiment très dangereuse, je pensais qu'il fallait un homme d'expérience. Et le rendez-vous avec Fred Antonetti m'a convaincu. Voilà, je pensais qu'il fallait de l'expérience parce que ça allait se jouer peut-être à 1 ou 2 points près. Je pensais que ce serait même plus juste. Alors, attends, il faut qu'on parle de la suite. Je te coupe parce Oui. que le temps passe vite. T'as raison. Bon, et maintenant, est-ce que le futur coach du Racing sera Patrick Vieira? Alors, nous cherchons un entraîneur, mon cher Gilbert. Je ne ferai pas d'annonce ce soir. On n'a pas d'exclus ce soir. Non, pas d'exclus. On espère. Pas ce soir. Pas ce soir. On espère. En plus, j'espère finaliser ce dossier-là d'ici dimanche. Parce qu'à Strasbourg, on a eu beaucoup de choses cette année à gérer. Et moi, j'aime bien avancer, disons, méthodiquement et un dossier après l'autre. Là, c'est le dossier de l'entraîneur qui nous prend du temps. Parce qu'il faut bien réfléchir, il faut rencontrer des gens, il faut discuter. Donc, on ne fera pas d'annonce ce soir, mais j'espère que d'ici dimanche, le dossier sera réglé. Et la reprise, c'est lundi. Hein. Lundi, et Patrick Vieira fait partie, bien sûr, de notre Et- shortlist. J'ai une question parce que, bon, moi, à mon petit niveau, quand on choisit un entraîneur, vous avez parlé de cases pour choisir un propriétaire et c'est un peu pareil pour un entraîneur. Oui. Quelles sont les cases que vous voulez cocher en ce qui concerne le futur entraîneur du Racing Club de Champion du Strasbourg? monde, plutôt grand. Expérience en première ligue. Ouais. Non, je sais. Alors, nous, à Strasbourg, je pense qu'il faut quand même un entraîneur qui parle français. Ok. Il y a certains clubs qui vont vers des entraîneurs étrangers. Peut-être qu'on le fera un jour, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un effectif quand même plutôt orienté vers des joueurs français. Je pense qu'il faut aussi un entraîneur. Qui parle anglais peut-être. Alors, j'arrive à ça. Qui parle français, qui puisse parler maintenant les langues, parce que tout doucement, on va quand même recruter aussi un peu plus à l'étranger. Je pense un entraîneur qui a déjà une expérience solide. Moi, je pense, et notamment avec les jeunes, et une expérience solide avec une équipe 1. En l'occurrence, il a l'expérience. Donc, c'est un peu ces critères. Et après, moi, je crois aussi, mais Kevin, vous serez confronté à ça quand vous allez faire des choix dans votre club aussi. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'équilibre de travail, pas seulement avec moi, mais avec Loïc Désiré et Kader Mangane. Loïc Désiré, c'est le patron du recrutement, c'est un homme très important chez nous. Je veux absolument que ces deux personnes s'entendent. Oui. Et je le dis souvent, à Loïc, je le dis souvent, quand ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, si tu es trop copain avec l'entraîneur, c'est pas bien. Si tu t'entends pas avec l'entraîneur, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il faut rapports cordiaux, honnêtes, on se dit les choses et on est là pour faire progresser le club. Et donc aussi un entraîneur qui s'intègre dans notre organisation, puisque, comme on l'a dit, l'organisation ne va pas changer. Vous avez parlé des Est-ce qu'il faut, j'ai une case en plus, moi, est-ce qu'il faut un entraîneur de stature, on va dire, connu à l'international pour que l'actionnaire dise oui? Parce que on pourrait ramener, par exemple, Nice a recruté un jeune Italien trentenaire qui est entraîné en Turquie. Bon, par exemple, Blouco, pas sûr qu'ils connaissent Farioli. En l'occurrence, si je reprends le cas Vieira, il est connu en Angleterre. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a une aura. Bon. Enfin, je pense que et aux sur États-Unis. sur Patrick Vieira, je pense que beaucoup d'actionnaires seraient contents. On est bien d'accord. Mais je crois encore une fois, le travail vient de Strasbourg. On essaie de faire une shortlist comme on a toujours fait. On essaie de travailler. Et en parallèle de ça, moi, je discute aussi avec les propriétaires aux États-Unis pour être calé, mais en sachant que le travail vient de Strasbourg. Mais vous avez Voilà. une force de persuasion quand même assez fascinante, parce que moi je le disais quand Stéphane est arrivé, Oui, j'étais très surpris qu'il aille à Strasbourg. C'est pas pour vous faire injure, mais Oui, je bien trouvais sûr. qu'il avait une hype et qu'on
On en parlait à Lyon, dans des clubs qui à l'époque étaient Oui. bien plus ambitieux que Strasbourg. Et là, si Patrick Vieira arrive, la même chose. Moi, je pensais que Patrick Vieira, derrière Crystal Palace, allait repartir sur un projet. C'est un Mais- beau projet Ah quand même non, pour lui. encore une savez- fois, c'est un beau projet, mais je dis juste que, et c'est pour ça que j'aimerais vous interroger là-dessus, sur vos échanges, sur ce que vous pouvez apporter à ce type de coach. Je trouve que Strasbourg, voilà, si Alors- tu enchaînes entre Stéphane et Vieira, je trouve que c'est quand même des Et super... Antonetti. Et Antonetti, bien Ouais, évidemment, mais ouais. c'était un intérim. Ouais. Mais je parle vraiment pour repartir Ouais. sur un nouveau cycle. Je trouve quand même que vous réussissez à attirer des coachs très, très intéressants. Alors, Walid, Kevin, quand il sera confronté à ça, c'est très important quand on rencontre un entraîneur d'expliquer le mode de fonctionnement du club. Et je pense les 5 années qu'on a passées avec Thierry Loret, qui a fait un travail pour moi remarquable, Aussi. puis Julien, même si malheureusement, exceptionnellement à Strasbourg, ça s'est pas bien terminé. Mais en tous les cas, moi, mon objectif dans ma fonction de président, c'est de mettre dans les meilleures conditions le top management. Et donc, l'entraîneur, le responsable du recrutement, mon frère pour l'académie et Kader Mangane pour la coordination sportive. Pour moi, c'est extrêmement important que l'entraîneur soit mis dans les meilleures conditions de travail, mais aussi on le laisse décider. Moi, je n'interviens pas. J'ai un peu joué au foot, mais je n'interviens pas. Bien sûr, dans tout le recrutement, ça se fait aussi à 3 entre l'entraîneur, Loïc Désiré, qui est vraiment celui qui fait le travail, et moi pour la partie financière. Et je pense que les entraîneurs aussi, parfois, choisissent des clubs, pas seulement en fonction des moyens, mais aussi en fonction d'un équilibre de travail, L'organisation. de l'organisation, des infrastructures, De la clarté de de l'organisation. la clarté de l'organisation. Ouais. Voilà. Et Quand on juste- parle mercato dans quelques justement, instants, les gars, j'ai juste une question. une minute de pub, Kevin, désolé. Et juste, Marc dit, j'ai un peu joué au foot, tu connais sa carrière de joueur? Bien sûr. Vas-y, balance. J'ai pas tout, mais. Ah J'ai pas tout, oui, mais je connais Marc Keller. International français, quand même. Bien sûr. Je Et crois qu'il y a Jakob Bayern et à Strasbourg, il y a un ancien international à la tête du club. Mais Je dis une j'étais bêtise? Est-ce qu'il Alors, y en a d'autres? trop alors, jeune. Est-ce que c'est votre exemple, le Bayern? Alors oui, Kevin, je pense que le Bayern est un club pour moi référence. Référence aussi, pas seulement... Alors pourquoi il y a des anciens au Bayern? C'est ça la question. Parce que les anciens, Alors- c'est bien, mais pour moi, il faut qu'ils soient compétents. Alors sinon- Kevin, pourquoi il y a des anciens? Tout simplement, en Allemagne, les clubs n'appartiennent pas à des gens privés. Ils Ouais. appartiennent, Pour le disons, aux braquet. socios ou aux fans. Hmm. Et donc, ça veut donc dire qu'en Allemagne, les supporters élisent des gens pour être président. Évidemment, en Allemagne, un ancien joueur, Rummenigge, Beckenbauer, Eunès, Cannes. Oliver Kahn, ont plus de chances parce qu'ils ont une aura, parce qu'ils ont un passé, parce qu'ils ont une expérience. Et moi, je trouve que le Bayern est un club modèle pour moi dans sa gestion de dirigeants, dans sa gestion sportive, même si parfois c'est un peu Ouais. tonique, et dans sa gestion financière. Allez, parlons un peu mercato. Est-il vrai qu'Habib Diarra est en partance vers Lens, Marc? Ça nous intéresse, ça. Alors, il n'est pas en partance. On a reçu 2 offres. Par contre, ça, c'est vrai. Une offre à 12 millions, je crois, une offre à 14. Les 2 offres, pour l'instant, Deux clubs de Ligue 1? non, c'est Lens, Non. 2 fois, 2 fois Lens, d'accord. Ouais. Ah oui. qui ont été refusées. Et on a rendez-vous, je crois, ou demain ou dimanche, avec Habib et son agent, avec Loïc Désiré. C'est un jeune joueur formé à l'académie, chez nous, que François et Pascal Norenlet avaient recruté à l'époque à Mulhouse. Donc c'est vraiment un pur produit de notre formation. Et on est extrêmement fiers parce que voir des jeunes Alsaciens sortir maintenant en Ligue 1, alors qu'il y a 10 ans, le centre de formation n'existait plus, puisqu'on était en dépôt de bilan, pour nous, c'est une vraie réussite. Donc maintenant, on a ce rendez-vous qui va être intéressant pour discuter avec lui. Que s'est-il passé véritablement avec Dimitri Liénard? Alors, rien. Dimitri Liénard, on s'est revu ce matin avec Kader Mangane et Loïc et son agent, Didier. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin du championnat? On lui a fait déjà une fête, Gilbert, vous le savez, Oui. franchement incroyable. Contre le Paris Saint-Germain, on fait match nul, on se sauve, et il y a, je dirais, des moments d'émotion incroyables pour Dimitri, qui a fait 10 ans au Racing. Hein, on peut dire qu'il personnifie un petit peu les 10 dernières années. On l'a pris à l'époque à Mulhouse, quand on était la première année en national. Il a fait toute cette progression. Ça a été, je crois, un des symboles de nos 10 dernières années. Et à la fin du championnat, je l'ai reçu avec Loïc et Kader. Et il était au bout physiquement et au bout psychologiquement de cette saison très dure. Et il se posait des questions.
Et moi, je lui ai promis, déjà il y a 3 semaines, pour quelqu'un qui a fait autant pour nous, de lui assurer une reconversion au club. Mais je suis allé même beaucoup plus loin. Je lui ai dit la chose suivante, que je lui ai redit ce matin d'ailleurs. Ton avenir est au club. Je te propose 3 ans de reconversion. Pendant ces 3 ans de reconversion, tous les 6 mois, tu vas changer de service. Tu vas faire 6 mois avec Loïc Désiré au recrutement. Tu vas faire 6 mois avec François, mon frère, à l'académie. Tu vas faire 6 mois avec Kader Mangane, proche de l'équipe. Tu vas faire 6 mois dans le domaine commercial et ainsi de suite, pour qu'en 3 ans, tu puisses me dire quelle est la sensibilité que tu as. Et j'ai même rajouté, si tu veux continuer à jouer au foot, tu peux même partir 1 an ou 2. Je te garantis qu'on te reprendra quand tu le souhaites pour faire ces 3 années parce que tu as été un des gladiateurs du club. Voilà. C'est la seule chose que j'ai dite il y a 3 semaines. Il y a eu un petit peu d'émotion chez lui parce qu'il est très émotif. On s'est parlé rapidement au téléphone, mais on s'est revu qu'aujourd'hui. C'est un rendez-vous qu'on aurait dû avoir il y a 2 jours et qu'on a fait ce matin. La même chose lui a été répétée, donc les choses sont claires à 100%. Maintenant, il doit totalement choisir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il joue encore ou pas? Mais la reconversion lui est garantie. Et concernant les joueurs, on a parlé du propriétaire, on a parlé de l'entraîneur, et maintenant les joueurs. Ma question c'est, est-ce que vous allez devenir le nouveau Vitesse Arnhem, qui était un club où il y a eu énormément de prêts de Chelsea sur les 15 dernières années, puisque je crois qu'ils ont été quand même 29 joueurs, notamment des bons joueurs. Nemanja Matic a joué là-bas au début de sa carrière, mais aussi Mason Mount ou Bertrand Traoré qui est passé ensuite à l'Ajax et à Lyon. Est-ce que vous allez devenir donc cette fameuse succursale ou est-ce que vous en avez déjà parlé avec les propriétaires? Alors, j'en ai parlé dès le premier jour. Donc la réponse à votre question, Kevin, est non, à 100%. Le décideur sera Loïc Désiré. Maintenant, prenons différents cas, très simples. Loïc Désiré voit un jeune joueur de Chelsea Très bon centre de formation, au demeurant. qui a un super centre de formation. Excellent. Et que Loïc estime que ce jeune joueur ou un joueur de Chelsea peut être un renfort pour nous, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas si Loïc estime que c'est un plus pour nous. On est d'accord. Mais en tous les cas, ce n'est pas amené à se répéter, évidemment. Prenons le cas d'un Brésilien dont on vient de parler dans la presse, Gabriel. Angelo, moi je ne l'ai jamais vu jouer. Santos. C'est Loïc qui fait les choix et moi je fais les négociations entre guillemets pour le club. Angelo a été vu par notre cellule recrutement pour la première fois en octobre 2021. Et dans notre ranking des joueurs, entre guillemets, on met parfois une catégorie hors Strasbourg, c'est-à-dire trop fort pour Strasbourg, entre guillemets, parce que trop cher, puisqu'on pensait qu'on ne pouvait pas l'avoir. Et bien ce jeune joueur il a été vu 6 fois par nos recruteurs qui vont au Brésil 2 ou 3 fois par an depuis 2 ans. En l'occurrence, c'était pas un joueur pour Strasbourg avant l'arrivée de Bluco. Ça le devient. Si demain Chelsea devait l'acheter, qu'il cherche à le prêter et que Loïc y croit, c'est un cas où on pourrait envisager. Mais c'est plutôt... C'est au cas par cas. Ce ne sera pas du remplissage de Chelsea. Absolument pas. Je vous donne un autre cas. C'est très clair. Malo Gusto. Malo Gusto qui pour moi choisit d'aller à Chelsea. Pour moi, à mon petit niveau, je trouve que c'est très risqué pour lui, au vu du fait que par exemple Reece James est là-bas peut-être le meilleur latéral droit du monde. Malo Gusto, demain s'il va à Chelsea ou un autre joueur, mais puisqu'on le connaît tous, et on lui dit à Chelsea, ah tiens, on a un club de Ligue 1, peut-être pour que tu aies du temps de jeu. Est-ce que vous pensez que son profil, même si ça vous convient, est-ce que pour le joueur, partir à Chelsea pour être prêté à Strasbourg, est-ce que c'est quelque chose qui... moi, en tant qu'ancien joueur, je me dis, ça peut tiquer sur les jeunes, en tout cas. Là, vous avez raison. Je pense que les joueurs qui pensent aller dans un très, très grand club et qui sont prêtés, parfois un peu forcés, psychologiquement, ce n'est pas toujours très bien vécu. En l'occurrence, c'est un joueur que moi, je connais bien de chez les Espoirs. C'est un très bon joueur. En l'occurrence, à ce poste-là, nous, on est très fournis, puisqu'on a Frédéric Gilbert, on a Carole Fila et on a Marvin Senaya. Donc sur ce poste-là, on ne travaillera pas cette année. Donc encore une fois... Mais l'idée du joueur qui va là-bas et qui peut peut-être... ça sera du cas par cas, mais en tous les cas, ça ne sera jamais une généralité et ça sera toujours Strasbourg et Loïc Désiré et l'entraîneur qui décideront. C'est clair à 100%. Qu'en est-il du jeune Saïdion qui était prêté à Annecy, qui a fait une très bonne saison? On l'avait marqué début en Coupe de France et tout. Il paraît qu'il revient là au Racing, mais il paraît qu'il veut partir. Alors Moïse revient.
chez nous. Il a été prêté 1 an à Annecy. Loïc Désiré a développé un peu cette cellule recrutement, entre guillemets, pour prêter les jeunes joueurs. Et je trouve que ça a été une très bonne décision parce que prêter des joueurs en Ligue 2, ça peut être très intéressant parce qu'un jeune joueur a besoin de jouer. Oui. Quand il est là, alors nous en plus, l'équipe réserve joue souvent le même jour que l'équipe 1, donc ça veut dire qu'un jeune joueur, quand il joue pas en équipe 1, en réalité, au bout de 3 mois, il est plus entraîné. Enfin, Il n'a pas un match. Exactement. Donc les prêter les fait progresser. Voilà, ça a été le cas pour Senaya à Rodez et Moïse Saï va revenir chez nous. On va discuter avec lui. Nous, on veut le garder. Bien sûr, après, on verra maintenant comment ça va se passer. Mais son prêt à Annecy a été un prêt vraiment très positif. Et pour Annecy, et pour le Racing. Dernière question. L'enveloppe pour le mercato? C'est une enveloppe qui sera supérieure à l'enveloppe si on n'avait pas fait venir Bluco. Merci Mon pour la cher réponse. Walid. Merci pour la réponse, monsieur Mais je ne Kella. peux pas le dire parce que les négociations. Oui, L'idée, Mais- c'est de continuer à travailler sérieusement. Vous avez déjà constaté une inflation? Non, parce qu'on commence maintenant à rentrer dans les négociations. Ce risque existe, mon cher Kevin, c'est très clair. On va essayer de faire attention. On va essayer d'être plus ambitieux avec des moyens un peu plus fournis, mais tout en étant très précautionneux de mais par négociation. Sur le cas- Faut qu'on conclue. très Walid. rapidement, mais sur le cas d'Iara, Oui. vous êtes dans une posture différente avec le rachat. Alors Vous là, êtes pas- Walid, vous n'êtes non. pas obligé, vous êtes pas Non. obligé de vendre, non? Walid, je vais vous dire, la première offre, je l'ai refusée, le club n'était pas encore vendu. Quand j'étais propriétaire aussi, j'avais aucun souci à refuser cette offre-là. On n'a jamais été au Racing dans une optique de faire du trading à tout va. D'ailleurs, l'année dernière, je vous l'ai dit, on a refusé pour 40 millions d'offres. Peut-être qu'on aurait dû le faire, d'ailleurs, on peut se poser la question. On a souhaité jouer la sécurité et finalement, parfois, c'est bien de tourner un peu l'effectif pour redonner un peu de peps. Pour conclure, on a Frédéric qui est là, qui est supporter de Strasbourg. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir Frédéric. Salut Frédéric. Frédéric, profite, tu as le président. bon, alors d'abord, je voudrais le féliciter, lui dire la profonde estime que j'ai pour le travail qu'il a effectué à tout point de vue, hein, que ce soit l'ancrage dans l'environnement, la gouvernance, la stratégie, la finance, le sport, bref. Voilà, donc moi je fais partie des gens qui regardent la vente comme plutôt positif. Bien évidemment, le seul élément qui me permet de le voir comme quelque chose de positif, c'est la présence de Marc Keller, que je suis convaincu par les arguments qu'il présente concernant le risque pour le club et d'être menacé constamment par la relégation et puis ce plafond de verre dont il parle. Donc ça c'est pour le diagnostic. Ma question, elle était au départ sur le risque d'instrumentalisation du Racing par rapport à Chelsea et notamment sur la venue des joueurs. Alors comme il y a répondu, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais lui poser une autre question qui est sur le recrutement de l'entraîneur. Il a énuméré un certain nombre de critères sur le choix des entraîneurs, mais il y en a un que j'ai pas entendu. Et un peu pour faire le parallèle avec ce que disait Kevin, qui disait que vous n'avez pas peur de devenir le Vitesse Arnhem français. Est-ce qu'il y a cette volonté d'être, toute proportion gardée, l'Ajax français? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est quelle place accorder au projet de jeu, à la qualité de jeu, au caractère attrayant du jeu, enfin bref, à un jeu moderne, avec un entraîneur qui porte une vision futuriste, qui a une stratégie là-dessus. C'est une bonne question, hein, Frédéric. Alors, en termes de jeu, alors c'est une question assez intéressante parce que ça, c'est des questions que je posais à mon frère François qui dirige l'académie depuis 10 ans. Et moi, il y a quelques années, j'avais un peu en tête, je disais à mon frère François, qui est totalement indépendant avec le budget qu'on lui met à disposition, je dis François, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait mettre un système 4-3-3 ou ce qu'on veut, mais pour toutes les équipes, d'en bas jusqu'en haut, type Ajax. Et ça a été un grand débat et je dois reconnaître que mon frère m'a convaincu. Il me disait, non Marc, moi je pense qu'il faut former des joueurs, former des hommes et former aussi à l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Autrement dit, chez les jeunes, par exemple, on essaie de leur enseigner le 3-5-2 comme le 4-4-2 à plat, en losange, le 3-4-3. On essaie de trouver, au centre de formation en tous les cas, différents systèmes pour éveiller la tête et l'intelligence de nos jeunes joueurs. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on estime que même si à Strasbourg, les coachs sont relativement stables chez nous,
on voit bien qu'avec Thierry Loret, on est passé d'un 4-4-2 en Ligue 2 en losange à un 4-4-2 en losange parfois en Ligue 1, mais très souvent en 3-5-2. Et donc ça veut dire que concernant le système, à Strasbourg, on n'a pas choisi d'un système qu'on doit respecter. Il faut savoir sur le système, par exemple, qu'à l'Ajax et aussi au Benfica, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un qui a travaillé au Benfica sur les derniers mois. En fait, ils choisissent le 4-3-3, non pas forcément parce que c'est un système figé, mais au contraire parce que c'est le système qui favorise le plus les rotations de postes. Vous voyez, un arrière-gauche, il se passe très vite, il peut être 8. Et c'est pour ça aussi qu'à l'Ajax, les joueurs sont formés à plusieurs postes. Mais j'entends ce que vous dites, mais c'est un peu la formation à la française qui met d'abord l'adaptabilité Les gars, c'est fini. plutôt que le dogmatisme. D'accord.